Je suis absolument convaincu de l'importance et de la qualité de la démarche qui est poursuivie par cette jeune mais très importante organisation. Et ceci pour deux raisons. D'abord parce que le lien entre alimentation et agriculture, le lien entre le consommateur et le producteur de nourriture, ces liens doivent être absolument réaffirmés. Et aussi parce que, en réaffirmant ce lien, en obligeant le consommateur à comprendre, au fond, le système dont il est un des rouages, en obligeant le producteur à se situer dans un système alimentaire dont parfois il ne perçoit qu'une petite partie, au fond, on oblige chacun d'entre nous qui sommes des acteurs du système alimentaire, à nous poser la question de notre responsabilité. Notre responsabilité vis-à-vis à la fois de ceux qui sont loin, à l'autre bout de la chaîne, voire même à l'autre bout de la planète, mais aussi la responsabilité vis-à-vis des générations futures dans l'utilisation que nous faisons des ressources rares de notre planète et dans la durabilité de nos modes de consommation et de nos modes de production. Et je crois que ceci est tout à fait vital dans le contexte actuel où on a un système alimentaire qui a montré au cours des 50 dernières années sa capacité à produire considérablement, à augmenter l'offre de manière à répondre à une demande croissante, mais qui, en même temps, est aujourd'hui confronté à la limite d'une planète qui n'en peut plus et qui a été soumise à des modes d'exploitation qui, nous le savons bien, ne seront plus de nature à pouvoir se perpétuer à l'avenir comme ils l'ont été par le passé. Et donc, pour toutes ces raisons, je crois que la démarche de Terre Éthique est absolument vitale. Elle vise à, au fond, nous donner conscience des rôles que nous jouons et de la responsabilité que nous devons assumer. Alors mon rôle là-dedans est un rôle modeste et en même temps privilégié. Je suis rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation et ma fonction consiste à donner au gouvernement des recommandations sur base de rapports que je présente à intervalles réguliers, à partir de consultations que je mène, à partir de missions que j'effectue dans des pays et auprès d'organisations et sur base de la meilleure expertise scientifique disponible. Je suis d'ailleurs... J'ai la chance de bénéficier de contributions de scientifiques de très grande qualité qui parfois ont l'impression que leur apport n'est pas pris en compte et est sacrifié à l'autel des priorités politiques de court terme que les gouvernements se donnent. Et donc dans ce rôle de rapporteur spécial, j'essaye de comprendre comment le système alimentaire a réussi ce paradoxe étonnant qui consiste à produire plus qu'il ne faut pour nourrir la planète, à augmenter la production encore plus rapidement que la population elle-même a cru au cours des dernières années, et en même temps à produire de la faim, à produire jusqu'à 1 milliard de personnes aujourd'hui qui n'ont pas de quoi se nourrir, et ceci parce que le système alimentaire a privilégié au fond une approche de la production alimentaire et de la distribution alimentaire beaucoup trop peu attentive aux questions de distribution, de justice sociale, de répartition équitable des revenus, et s'est posé la question de savoir comment augmenter la production, mais n'a pas posé la question de savoir qui va produire, pour qui, par quelle méthode, à travers quel type d'organisation de marché. Et ce sont ces questions-là, ces questions que je tente de poser, ces questions parfois dérangeantes, puisqu'elles nous obligent à ne pas ramener la question de la faim à une question simplement technique, question de savoir comment augmenter les rendements à l'hectare dans les régions qui le peuvent, mais qui définit la faim comme une question politique, qui pose la question, au fond, de savoir comment le système peut être transformé, quels leviers l'on peut actionner pour que le système alimentaire ne produise pas la destruction environnementale et la pauvreté dont aujourd'hui il est en partie responsable. Ma démarche est très simple. Elle consiste à partir des symptômes que sont la sous-alimentation, la mauvaise nutrition, une alimentation parfois trop peu diversifiée qui n'offre pas tous les micronutriments indispensables à l'épanouissement physique et mental des personnes, et puis à partir de ces symptômes, à remonter la chaîne des parce-que, identifier les causes et trouver dans cette démarche des responsabilités, des acteurs qui ont fait un jour des choix qui, au fond, ont l'impact que l'on connaît et qui ne répondent pas aux attentes que l'on est en droit d'avoir vis-à-vis du système alimentaire. Et donc, c'est, au fond, politiser cette question, parfois abordée sur un plan purement technique
qui est celle de la faim à laquelle je m'emploie. Alors, au fond, cette démarche, à quoi me conduit-elle en termes de conclusion? Je crois que nous sommes, non pas, comme on le dit parfois, face à une simple crise de l'offre. Et c'est vrai que quand on voit la hausse des prix des denrées alimentaires sur les marchés internationaux, quand on voit la nervosité qui s'empare des marchés et qui fait d'ailleurs le régal des spéculateurs sur ces marchés, on se dit parfois qu'au fond, le vrai problème est d'augmenter l'offre pour répondre à une demande croissante et que grâce au progrès que l'on va faire dans la production, l'on va permettre au prix de descendre et à la nourriture de devenir abordable, y compris pour les populations les plus pauvres. Or, je crois que malheureusement, les crises que nous traversons sont multiples et qu'il ne s'agit pas simplement d'une crise de production. Il y a d'abord une crise de la pauvreté. Je veux dire par là que si nous avons aujourd'hui tant de personnes dans le monde qui sont sous-alimentées, c'est parce qu'elles sont trop pauvres pour se nourrir. Et si elles sont trop pauvres, c'est très souvent parce que l'agriculture s'est développée d'une manière qui les a exclues. 75% des personnes très pauvres dans le monde aujourd'hui vivent dans les zones rurales. La moitié de ce milliard de personnes trop pauvres pour se nourrir dignement, ce sont des petits agriculteurs qui n'ont pas bénéficié de soutien de la part de leur gouvernement, qui sont des exclus d'un système productiviste qui a au fond subordonné l'agriculture à la mécanique des prix à laquelle ces petits agriculteurs étaient incapables de s'adapter. Et au fond, la crise de la pauvreté, et notamment de la pauvreté dans les zones rurales, est une crise largement produite par ces choix qui ont été faits dans la manière dont le système alimentaire a été orienté au cours des dernières années. Première crise, crise donc de la pauvreté, du pouvoir d'achat. Le problème de la faim serait résolu s'il n'y avait plus de pauvres sur la planète. Deuxième crise, c'est naturellement la crise environnementale. Le système alimentaire est une des principales causes aujourd'hui du changement climatique. Si l'on examine simplement les émissions de gaz à effet de serre qui résultent des méthodes de production agro-industrielle, l'utilisation d'engrais chimiques, la mécanisation très poussée du travail sur les champs, l'on aboutit déjà à la conclusion que 14% des émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine ont leur origine dans cette agro-industrialisation qui s'est développée au cours des dernières années dans les pays en développement et qui a démarré au début du XXe siècle chez nous. Si l'on examine, si l'on prend en compte en outre la déforestation causée par l'extension des pâturages et des cultures, le montant d'émissions de gaz à effet de serre dont l'agriculture est responsable s'élève à 33%. Et puis si l'on intègre l'ensemble du système alimentaire, c'est-à-dire aussi la transformation des récoltes, l'empaquetage des produits alimentaires, le transport des intrants vers les champs et des récoltes vers les lieux où elles sont transformées et distribuées vers le consommateur, on aboutit à la conclusion que pratiquement notre alimentation est responsable de 50% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Et donc, s'il y a un lieu ou un secteur où il faut agir d'urgence pour réduire, ralentir le changement climatique, c'est très certainement la manière dont nos systèmes alimentaires sont conçus, la manière dont notre agriculture fonctionne. Il faut passer à des modes de production qui sont plus durables, il faut passer à des chaînes plus courtes, il faut passer à des manières de s'alimenter qui sont plus diversifiées et qui recourent beaucoup plus à des produits frais qu'à des produits transformés avec une durée de vie plus longue. Et tout cela, c'est un changement de culture, c'est aussi un changement dans le type d'investissement que l'on fait dans l'agriculture et dans les systèmes alimentaires. Enfin, il y a une troisième crise, à côté de cette crise de la pauvreté et cette crise environnementale, il y a une crise de la nutrition. Nous sommes dans une situation paradoxale où en même temps qu'on a 1 milliard de personnes qui a faim, nous avons un même nombre de personnes qui mangent à suffisance, qui ont leurs 2500, 2600 kilocalories par jour, mais qui ont des régimes alimentaires qui sont insuffisamment diversifiés, insuffisamment riches en certains micronutriments essentiels, qui ne consomment pas des légumes, des fruits en suffisance, et qui sont devenus victimes d'un système alimentaire qui, au fond, garantit une nourriture à bas prix qui est riche en énergie, mais pauvre en micronutriments essentiels. Il faut par conséquent aller vers des régimes alimentaires qui sont plus diversifiés, qui reposent davantage sur des produits saisonniers,
qui sont plus sains pour l'organisme et qui sont aussi des régimes alimentaires qui auront un impact moins important sur l'environnement, tenu compte de ce que la transformation des produits alimentaires a cet impact considérable sur l'environnement aujourd'hui. Et donc, c'est de ce point de vue-là aussi un changement de paradigme auquel nous sommes appelés aujourd'hui, un changement de culture dans notre manière de produire et de consommer la nourriture qu'il faut accepter de faire. Et cela réclame une responsabilité de la part des politiques, de la part aussi des acteurs du secteur privé. Et cela exige du consommateur qu'il prenne conscience aussi de sa responsabilité. On a parfois l'impression que le système alimentaire est un système impossible à changer. C'est trop complexe, c'est mondialisé, les intérêts en jeu sont trop puissants, et au fond, il n'y aurait pas de possibilité de transformer de manière suffisamment radicale ce système pour qu'il réponde aux attentes qui sont développées à son égard. Mais rappelons-nous que le système alimentaire dépend de la manière dont nous exerçons notre droit de vote comme consommateurs. Nous votons 3 fois par jour par la manière dont nous nous alimentons, par les choix que nous faisons comme consommateurs. Et comprendre ce système, comprendre l'impact des choix que nous faisons comme consommateurs, mais aussi comme producteurs, sur l'orientation des systèmes alimentaires, c'est certainement une première étape vers la transformation. Et c'est la raison pour laquelle je suis totalement en soutien de la démarche de Terretic qui vise à nous permettre de mieux comprendre pour mieux agir et transformer l'agriculture pour un monde plus juste, plus équitable et plus durable.